Retour à BFM Politique avec vous, Najat Vallaud-Belkacem. On va parler maintenant avec Charlotte Chaffanjon de votre ministère des droits des femmes. Puis ensuite, vous aurez le débat sur le mariage homosexuel. Oui, bonsoir, parce que vous n'êtes pas uniquement porte-parole du gouvernement. Vous êtes à l'origine récemment d'un décret sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Vous avez également créé un haut conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Comment comptez-vous vous y prendre pour obtenir de meilleurs résultats que vos prédécesseurs qui ont tous promis la même chose, avec des résultats à peu près inexistants, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, l'égalité salariale entre un homme et une femme est de 27%, ce sont vos chiffres. Donc concrètement, comment vous allez faire ? D'abord, ça fait belle lurette que je n'ai pas eu de prédécesseur. Xavier Bertrand était ministre de l'Emploi, mais par exemple avait fait une loi sur l'égalité salariale. C'est juste, mais la différence, c'est que depuis 26 ans, il n'y avait pas eu de ministère en charge des droits des femmes de plein exercice. Et ça a toute son importance. Ça a toute son importance pour dire à quel point c'est une priorité des politiques publiques ou pas. Pendant 26 ans, au fond, ça a toujours été un sujet un peu accessoire, traité après les autres. La meilleure preuve, si vous voulez, c'est que par exemple, les partenaires sociaux qui sont en train de négocier aujourd'hui, depuis le 21 septembre dernier, sur l'égalité professionnelle, ne s'étaient pas réunis sur ce sujet à proprement parler depuis 2004. Ça veut dire qu'il n'y avait pas cette impulsion politique qui les conduisait, comme nous l'avons fait depuis juillet dernier, à reprendre ce sujet à bras-le-corps. Donc, pas vraiment de prédécesseur avant. Et puis ensuite, finalement, qu'est-ce qui a pêché ces dernières années dans la réalisation concrète de l'égalité ? C'est qu'on a adopté beaucoup de lois, en particulier en matière d'égalité professionnelle, une dizaine en l'espace de 40 ans. Dizaines de lois, sans veiller à leur mise en application concrète. L'égalité salariale figure dans la loi depuis 1972, Absolument. Donc on se demande comment on en a encore à se concerter sur le sujet. C'est en effet étonnant, mais au fond, si vous prenez la dernière loi qui a été adoptée sur ce sujet, elle date de 2010, c'était sous le gouvernement Sarkozy, elle prévoyait des principes plutôt intéressants. Elle disait notamment que les entreprises de plus de 50 salariés qui ne faisaient aucun effort en matière d'égalité salariale et professionnelle pouvaient se voir sanctionner jusqu'à 1% de leur masse salariale. Et donc, elle fixait un certain nombre de conditions. Le problème, c'est dans le décret d'application. C'est que le principe paraît extrêmement sévère et ferme, mais dans l'application des choses, vous avez une procédure de contrôle tellement alambiquée, tellement compliquée, qui prévoit qu'il faut qu'un inspecteur du travail pense à passer contrôler une entreprise sur l'égalité professionnelle et s'il se rend compte d'une carence, il laisse à l'entreprise 6 mois pour se mettre à jour, etc., avant que la sanction ne tombe. Et très concrètement, depuis 2010, il n'y a eu aucune sanction qui est tombée. Et donc, ce que nous avons fait très récemment, il y a une semaine, c'est que nous avons enfin modifié ce décret d'application qui nous permet de passer d'une procédure de contrôle qui était aléatoire et sur place dans les entreprises à une procédure de contrôle qui est désormais systématique et sur pièce. Nous demandons à toutes les entreprises concernées de nous envoyer leur plan d'égalité professionnelle et nous en contrôlons à la fois le contenu et l'existence. Et s'il n'y a ni contenu ni existence, eh bien les sanctions tomberont. Et c'est normal que les sanctions tombent. Il faut que tout le monde comprenne que l'égalité professionnelle, ça ne se négocie pas d'une certaine façon. C'est pas si on le veut bien, c'est pas quand la conjoncture le permettra, c'est tout de suite. Parce qu'il n'y a aucune raison de payer moins une femme qu'un homme quand elle fait exactement le même travail. D'accord. Vous dites, c'était dans une interview au quotidien Métro, que l'on minimise les violences qui sont faites aux femmes, qu'elles ne sont pas assez prises en compte, et vous avez annoncé toute une série de mesures pour mieux prendre en charge après coup. Mais est-ce que la réflexion en amont, en fait, sur pourquoi ces violences faites aux femmes fait partie de vos projets ? Oui, absolument. C'est une bonne question, qui me permet d'ailleurs de compléter la précédente. Je disais pourquoi est-ce que les lois qu'on a adoptées n'ont pas eu d'effet, d'une part parce qu'on n'a pas veillé à leur application effective, et d'autre part parce qu'on n'a pas assez agi en effet sur les représentations, sur les mentalités des gens. Or, ce qui est à la racine des inégalités professionnelles ou des violences faites aux femmes, c'est une certaine conception du monde dans laquelle les sexes sont cantonnés dans des rôles différents, très inégalitaires. Et donc, il faut agir à la racine, très en amont, notamment par l'éducation, pour veiller à apprendre à nos petites filles et à nos petits garçons l'égalité, la véritable égalité. Il ne s'agit pas de nier la différence fondamentale. Mais les causes de ces violences, vous les identifiez ou pas ? Vous cherchez à les identifier ? Mais les causes, d'abord, la violence, malheureusement, la violence faite aux femmes a toujours existé dans toutes les sociétés. On a eu un exemple particulièrement tragique en Inde récemment. Et ça n'est pas, j'allais dire, une question d'actualité. Elle a toujours existé. En revanche, on peut lutter contre la violence faite aux femmes. On peut mieux inculquer à une société l'égale dignité des sexes et le respect à avoir pour l'autre sexe. Comment on n'arrive pas à surmonter cet atavisme ? Parce que quand même, on est au XXIe siècle, on est dans un pays avancé.
On le surmonte un peu mieux qu'on ne le faisait par le passé. Comment est-ce qu'on le surmonte? On le surmonte en incitant les femmes à dénoncer ce qu'elles vivent. Mais pour qu'elles soient incitées à dénoncer ce qu'elles vivent, il faut qu'on cesse de banaliser et de minimiser ces faits dans notre société. Or, les violences faites aux femmes font partie de ces délits et de ces crimes qui sont à la fois sous-estimés en termes de chiffres, parce que beaucoup ne les dénonceront jamais, beaucoup ne porteront jamais plainte, et qui sont malheureusement, y compris par l'entourage, par la société, souvent, là encore, minimisés en disant ça va s'arranger, c'est un différend conjugal, etc. C'est pas un différend conjugal. La violence conjugale, la violence faite aux femmes est grave, et donc il faut avoir une sanction rapide et ferme qui tombe, et il faut surtout protéger les femmes et les rassurer sur le fait que dès lors qu'elles tireront la sonnette d'alarme, elles auront face à elles un système de protection sans aucune faille. C'est ce à quoi nous veillons, notamment par la formation de tous les professionnels qui sont amenés à les prendre en charge, les médecins, la justice, la police, les associations, les acteurs sociaux. Il faut qu'il y ait une formation pluridisciplinaire pour que pas un maillon à cette chaîne ne manque. Mais encore une fois, ça revient à dire qu'on prend en charge, évidemment, c'est absolument primordial, mais pas qu'on veut faire baisser la violence faite aux femmes en s'adressant aux hommes violents, par exemple. Ça va ensemble. Il faut s'adresser en effet aux hommes violents. Et c'est vrai que ça a été un peu une carence des politiques publiques, à la fois dans les communications que nous faisons sur ce sujet. Trop souvent, les plans de communication s'adressent à la victime ou à son entourage. Il faut que la communication s'adresse aux hommes violents. Et puis, dans le suivi des auteurs de violence, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses pour protéger les femmes, pour les accompagner, se sortir du cycle infernal, enfin beaucoup. Il faut les renforcer encore, hein. Mais on a peu de choses pour traiter réellement les auteurs de violence, alors qu'on sait qu'ils sont récidivistes, ils seront récidivistes, parce que si on ne leur apprend pas finalement qu'il y a quelque chose de mal dans ce qu'ils commettent comme violence, eh bien, ça leur paraît naturel de se laisser tenter à nouveau par cette violence. Et donc, nous allons développer un certain nombre de programmes de suivi des auteurs de violence. Et en même temps, moi, celle que j'ai à l'esprit avant tout, quand même, ce sont les victimes, et donc des places d'hébergement, c'est un sujet dont on peut parler à l'école et personne ne viendra dire ou livrer de polémique là-dessus. Détrompez-vous, Monsieur Mazerolle. Même ça fait polémique. Lorsque on dit, par exemple, comme je le fais souvent depuis quelques mois, qu'il faut mettre l'éducation à la sexualité à l'école, eh bien, vous avez toujours quelques opposants à ce type de projet qui vous disent pourquoi va-t-on parler de sexualité au collège ou dans les lycées. Or, éduquer à la sexualité nos enfants, c'est leur apprendre à cet âge-là, à l'âge de la quête individuelle et du rapport qui se construit entre les sexes, leur apprendre l'égale dignité des sexes et la nécessité de se respecter. Et on arrive à prévenir beaucoup de comportements de violence si on parle de ces choses-là à l'âge de 15 ans. On va changer de sujet. Les pilules de 3e et 4e génération ne seront plus remboursées à partir du 31 mars parce qu'elles comportent des risques. Des femmes ont porté plainte ou vont porter plainte parce qu'elles ont eu des problèmes de santé lourds après les avoir prises. Ce seraient des risques de thrombose veineuse accrue. Pourquoi, s'il y a le moindre risque, ne pas tout simplement les interdire du marché maintenant ? D'abord, vous savez, ce sont des procédures différentes. Il y a l'autorisation de mise sur le marché d'une part, et puis il y a la question du remboursement. S'agissant de l'autorisation de mise sur le marché, elle est gardée pour ces pilules de 3e et 4e génération parce que ces pilules correspondent quand même aux besoins d'un certain nombre de femmes auxquelles ne conviennent pas les pilules de 1re et 2e génération. En revanche, comme on sait qu'elles font courir plus de risques que les 1re et 2e générations, eh bien, nous avons décidé de les dérembourser pour désinciter toutes les femmes qui, elles, n'en auraient pas besoin, qui pourraient se contenter de la 1re et 2e génération, les désinciter à y avoir recours. Ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'on a trop largement prescrit ces pilules de 3e et 4e génération, alors même que finalement elles faisaient courir davantage de risques que les autres. Mais il se trouve qu'elles rendaient service par ailleurs sur un certain nombre de problèmes acnéiques, etc., des jeunes filles. Et donc on les a trop largement prescrites. Maintenant, il faut revenir un peu en arrière et les considérer comme un recours finalement de second choix ou de seconde possibilité uniquement pour celles qui ont des problèmes avec les premières. Et puis, une dernière chose, si vous le permettez, il faut replacer ça dans un cadre plus global. On oublie souvent en France, et je le redis aux jeunes femmes qui nous écoutent, que la contraception, elle n'est pas que orale. Il existe d'autres modes de contraception, les implants, les stérilés. Quand, par exemple, avec Marisol Touraine, nous avons pris la décision de rembourser la contraception pour les jeunes filles mineures à 100%, eh bien, nous remboursons aussi bien la contraception orale que les implants stérilés, etc. Et donc, il faut qu'il y ait une meilleure information autour de ces différents modes de contraception pour choisir le mieux adapté.
Vous aviez été critiqué en début de mandat pour avoir affiché votre volonté d'abolir la prostitution. Et là, récemment, vous avez annoncé que vous voulez abroger la loi sur le racolage passif, qui est puni de 3 750 € d'amende et de 2 mois de prison ferme. Est-ce que c'est pas un peu incohérent? Non, absolument Ah pas. bon? Pourquoi? Non, c'est profondément logique, au contraire. En fait, c'est simple. On est dans un pays qui, de façon constante et depuis des années, a rappelé sa position abolitionniste à l'égard de la prostitution. Qu'est-ce que c'est une position abolitionniste? C'est considérer que la prostitution est une violence faite aux femmes en l'occurrence et qu'il faut la faire reculer, lutter contre la prostitution. Et donc, à partir de cette position abolitionniste, différents types de politiques ont été testés. La dernière à avoir été testée, c'est celle de Nicolas Sarkozy sur instaurant le délit de racolage passif. Nous nous étions à l'époque élevés contre ce texte. Pourquoi? Parce que c'est une fausse bonne idée, puisque finalement il prend comme coupables de la prostitution les victimes elles-mêmes, à savoir les prostituées. Moi, je suis là pour protéger les prostituées. Moi, quand je parle d'abolition de la prostitution, ce que j'ai en tête, c'est sortir de cette vie infernale toutes celles qui sont tombées par contrainte ou par force. Et donc, en réalité, plutôt que de les condamner et de les poursuivre par le biais de ce délit de racolage passif que nous allons abroger, je suis en train de travailler à leur offrir, en effet, des alternatives de formation, de réinsertion professionnelle, d'accès au logement, d'accès au papier pour celles qui sont étrangères. Vous savez que 85% des prostituées que l'on voit dans la rue aujourd'hui sont étrangères et sans papier. Donc il y a quand même toutes ces difficultés sociales de ces femmes qu'il faut savoir appréhender pour sortir du discours simplement théorique. Moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien de ces femmes nous allons aider à recommencer une nouvelle vie qui leur convienne davantage. On va vous poser une dernière question sur la procréation médicale assistée. C'est un petit peu le flou. Est-ce que ça va appartenir à la loi sur le mariage pour tous ou pas? Bruno Le Roux, le président du groupe PS à l'Assemblée, qui était favorable, dit que finalement ce sera peut-être dans une autre loi. François Hollande n'a pas trop d'avis, il laisse faire le Parlement. Alors est-ce que vous pouvez nous dire ce que va devenir la PMA? D'abord, vous savez que Jean-Marc Ayrault a annoncé qu'il y aurait un texte sur la famille au mois de mars prochain. Si vous visualisez bien ce qu'est le calendrier parlementaire, très concrètement, ça signifie que, alors même que le débat sur la loi mariage pour tous ne sera pas encore terminé, on saura ce qu'il y aura exactement dans la loi famille qui est ainsi annoncée. Donc très concrètement, les parlementaires auront toutes les cartes en main pour décider de s'ils préfèrent mettre cette question de la PMA dans la loi mariage pour tous ou dans la loi famille. Ils auront vraiment la possibilité de sélectionner le meilleur véhicule législatif. Je crois qu'il a été amené à le donner, son avis, François Hollande. Vous pouvez nous le dire, parce qu'on n'a pas très bien compris, je pense. Mais si, il le dit depuis le début. Il estime que le meilleur véhicule législatif pour porter la PMA n'est pas la loi mariage pour tous, mais qu'en revanche, la PMA est une question, en effet, d'égalité et qu'elle permet, évidemment, à des couples de femmes qui, jusqu'à présent, sont obligés d'aller à l'étranger pour y recourir, de mener à bien un projet familial tout à fait légitime. Voilà, donc lui, il estimait qu'un autre texte serait bienvenu pour le porter. Mais sur le fond, je crois que l'ensemble du Parti socialiste est en faveur d'une disposition comme celle-là. Merci Charlotte Chaffanjon. On passe maintenant au débat dans un instant avec l'abbé de La Morandée.